Bonjour à toutes et à tous. Si je vous demande d'où vient Verdi, vous me direz l'Italie. D'où vient Wagner, vous me répondrez l'Allemagne. Berlioz, la France. Mozart, l'Autriche. Mais si je vous parle de Lysenko, je vous propose dans cette vidéo un bref parcours de la musique classique ukrainienne entre le XVIIe et le XIXe siècle. L'histoire de la musique ukrainienne est intimement liée à son histoire géopolitique. L'Ukraine a ses contours actuels qui se sont dessinés plus ou moins récemment. La culture ukrainienne varie donc en fonction du temps et s'exprime plus ou moins librement en fonction de qui contrôle son territoire. Pour faire simple, du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, on a l'ouest du pays qui est rattaché à la République des deux nations, qui lie donc par un traité le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie. Et puis à l'est, on a la domination du Tsarat de Russie. Au centre, sur les deux rives du Dniepr, on a ce qu'on appelle l'Hetmanat cosaque, avec des frontières changeantes qui est tiraillée entre la Pologne et la Russie. Voilà pour le contexte. Si on doit parler de la musique qui nous a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui, elle est essentiellement religieuse, chrétienne, avec de nombreux monastères dont le centre principal est Kiev. Au XVIIe siècle, il faut mentionner deux points clés. Tout d'abord, en 1615, la fondation de l'Académie Mohyla à Kiev, qui est donc l'une des plus anciennes universités à l'Est, et puis elle va former les principaux compositeurs de plusieurs régions, à savoir l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie et même la Russie. Autre point clé de ce XVIIe siècle, c'est l'apparition de la véritable première grande figure musicale ukrainienne, à la fois pratique et théorique, c'est Nikolai Diletsky. Diletsky est le fondateur de ce qu'on appelle l'école polyphonique chorale ukrainienne. Il va grosso modo diffuser la musique occidentale en terre slave. Il a une éducation jésuite et puis il va découvrir la polyphonie occidentale qui est pratiquée notamment en Italie au début du XVIIe siècle. J'ai parlé de figures théoriques tout à l'heure puisque en réalité Diletsky va aussi écrire un traité théorique qui s'appelle Grammatica Musicas Gago Peña. Entre parenthèses, c'est la première apparition de ce qu'on appelle le cercle des quintes dans le solfège traditionnel. Il s'agit ici d'un traité de composition qui va présenter les nouveautés de la musique occidentale à l'Orient. On y trouve des informations d'un nouveau genre hybride entre l'Occident et le monde slave, qu'on appelle concerto vocal ou partesny spiv, qui est une sorte de pièce pour la liturgie slave de 4 à 8 voix. Ce mélange entre écriture baroque et la musique religieuse slave va avoir un immense succès qui sera essentiellement centré autour de Kiev. Pour vous donner un ordre de grandeur, on trouve dans un registre de 1697 de la confrérie de la Dormition à Lièvre une liste de 398 œuvres d'Ukrainiens de 3 à 12 voix, avec presque un tiers d'entre elles, donc à peu près 120, qui sont à 8 voix. Cette nouvelle écriture très raffinée fait de Kiev un des centres de la musique en slavon d'église, et puis évidemment cette influence va être transmise dans les autres centres, à savoir ici Moscou notamment. Face au succès de cette école ukrainienne, le tsar convoque à Moscou Diletsky pour qu'il forme les chanteurs et les compositeurs de la chapelle impériale. Je vous propose d'écouter un exemple de concerto partesny ici de Diletsky qu'on pouvait entendre à Kiev et puis à Moscou à la fin du XVIIe siècle.
L'Ukraine devient ainsi la dépositaire d'une grande tradition du chant polyphonique au sommet du monde slave, et puis elle va fournir des chanteurs et des compositeurs pour la Russie, notamment Moscou, et puis à partir de 1703, elle va fournir aussi la nouvelle capitale fondée par Pierre le Grand, donc qui s'appelle Saint-Pétersbourg. Le chœur impérial de Saint-Pétersbourg est extrêmement fourni en effectifs, il compte à peu près 44 adultes à sa formation, et puis au milieu du siècle, vers 1753, on en compte pas moins d'une centaine. Il y a dans tous les centres religieux importants du monde slave une forte demande en chanteurs et compositeurs ukrainiens, à tel point qu'en 1738, on fonde dans la ville de Loukiv une école de chant. Donc cette ville se trouve tout au nord du pays, proche de la frontière russe. C'est dans cette ville ukrainienne de Loukiv que naissent les deux grands compositeurs de cette musique religieuse, à savoir Maxime Berezovsky et puis Dmitrio Bordiansky. Ces deux compositeurs représentent le parcours typique des musiciens ukrainiens qui sont formés dans cette ville ou alors à Kiev, puis envoyés en Italie et enfin qui occupent des postes à la chapelle des Tsars en Russie. Berezovsky est formé dans cette fameuse école de chant ukrainienne et en 1758 il est envoyé à la chapelle de Saint-Pétersbourg. Il a évidemment un rôle dans la musique sacrée mais aussi profane puisqu'il est pendant plusieurs années le premier chanteur à l'opéra. 4 années plus tard, c'est Catherine II de Russie qui accède au trône et dès ce moment-là, Berezovsky n'occupe plus vraiment de poste de premier plan. On pense que Catherine II donne sa préférence aux musiciens natifs de Russie et qu'elle entretient une certaine antipathie envers les musiciens d'Ukraine. Pourtant, Berezovsky est un musicien extrêmement talentueux. En 1766, il entreprend un voyage en Italie pour aller étudier la composition. C'est d'ailleurs le premier slave à être admis à la prestigieuse Accademia Philharmonica de Bologne en 1771. Vous voyez ici dans le registre son nom aux côtés de celui de Mozart par exemple. Vous voyez ici encore l'exercice de contrepoint pour son admission, qui est donc un examen obligatoire pour en faire partie, tout comme Mozart l'avait fait à son époque lors de son passage en Italie. Berezovsky va écrire un opéra en 1773 qui s'appelle Demofonte, qui va être créé à Livorno, puis repris à Florence. Ce sera un immense succès italien. Il est ensuite rappelé à Saint-Pétersbourg au service des tsars. Malgré son succès italien, il n'aura jamais les grâces de la chapelle impériale. Il va occuper des postes peu prestigieux et il va mourir en 1777 dans la pauvreté, probablement en s'étant suicidé. Ses œuvres religieuses sont encore très souvent chantées aujourd'hui. On a par exemple une de ses mises en musique basée sur le psaume 71, « Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, ne m'abandonne pas quand ma force est consumée », qui est aujourd'hui encore un des piliers du répertoire à la fois russe et ukrainien. Je vous propose d'en écouter un exemple ici. Autre parcours quasi similaire, celui de son collègue Bordiansky, qui est né aussi à Loukiv et qui va être formé à l'école de cette ville. En 1758, il se rend à la chapelle de Saint-Pétersbourg. Ensuite, il va étudier à Venise avec le fameux Galuppi, où il va écrire également 3 opéras seria. Quand il est rappelé à la cour, Catherine II ne lui donne pas d'emploi de premier rôle, simplement il doit fournir la cour avec de la musique religieuse. Il sera maître de chapelle de la petite cour, à savoir la cour de son fils Paul. En 1796, à la mort de Catherine II de Russie, c'est donc son fils, Paul Ier, qui devient lui-même tsar. Il va promouvoir Bordiansky directeur de la chapelle impériale et c'est donc le premier natif slave qui va occuper ce poste. Bordiansky va laisser de très nombreuses pièces à 4 ou 8 voix qui vont avoir un grand succès dans toute l'Europe. On le chante par exemple à Vienne et puis Berlioz en France va louer son talent. Une de ces pièces, Tiebe Paiom, est d'ailleurs un véritable tube. Il est probablement au répertoire de presque tous les chœurs d'Europe aujourd'hui encore.
Je vous propose d'écouter ici de Bandiansky un extrait de son chant des chérubins, le numéro 7. À la fin du XVIIIe siècle, après toute une série de remaniements territoriaux, on a notamment la fin du Hetmana cosaque, donc cette bande au milieu du pays qui était plus ou moins indépendante. On va se retrouver donc avec une situation où l'Est de l'Ukraine fait partie de l'Empire russe, et puis l'Ouest est sous domination des Habsbourg, donc à savoir l'Empire austro-hongrois. On a donc deux situations complètement différentes qui divisent l'actuel territoire de l'Ukraine. Évidemment, plus de liberté à l'ouest avec la domination des Habsbourg et puis une domination russe un peu plus forte de l'autre côté. L'activité musicale à l'ouest de l'Ukraine est centrée essentiellement dans la ville de Lviv. On y trouve plusieurs musiciens semi-professionnels qui développent des sociétés de concerts, des orchestres. Ils proposent de la musique destinée avant tout aux amateurs avec des touches de folklore ukrainien, à savoir des tournures mélodiques, des rythmes typiques de la chanson populaire ukrainienne. Ces compositeurs sont très souvent liés au mouvement national Prosvista qui se développe en Galicie et puis qui met en avant le patrimoine littéraire, artistique de l'Ukraine. Parmi ces compositeurs, on y trouve Verbitsky qui est le compositeur de l'hymne national actuel. Dans toute l'Europe, on voit l'émergence des mouvements des consciences nationales au détriment des grands empires historiques. C'est ce qu'on a appelé parfois le réveil des nations ou les écoles nationales dans les arts. L'Ukraine ne va évidemment pas échapper à ce type de mouvement. Pour lutter contre cette appétence naturelle des peuples à disposer d'eux-mêmes, le pouvoir officiel, donc russe, va prendre de nombreuses mesures pour limiter la culture et la langue ukrainienne. Le point culminant de ces mesures est sans doute l'Oukaz d'Emsk, donc qui est signé en 1876, qui est un décret du tsar Alexandre II, et puis qui va interdire la publication et le commerce des livres en ukrainien, qui va interdire aussi l'apprentissage de cette langue. La musique ukrainienne et sa dissimulation est interdite également, à l'exception des troupes itinérantes qui présentent du théâtre musical ou des vaudevilles. C'est dans ce contexte un peu dur qu'on trouve la principale figure de la musique nationale ukrainienne ou son père fondateur qui est Mykola Lysenko. Lysenko étudie tout d'abord à l'université de Kiev et puis il va commencer à compiler des chansons traditionnelles ukrainiennes en se rendant dans les campagnes auprès des gens qui ont encore ce répertoire en tête. Lors d'un séjour à Leipzig pour étudier les maîtres de la musique occidentale, il va comprendre que c'est important pour lui de trouver sa propre voix au lieu d'imiter les autres. Il s'installe donc définitivement à Kiev en 1876 où il va développer un style ukrainien propre basé justement sur le folklore et les mélodies précédemment récoltées. Un peu comme l'a fait Bartók plus tard avec la Hongrie. Lysenko a toujours affiché des positions nationalistes fortes, ce qui déplaît évidemment à l'influente société russe de musique. Pour cette raison, il sera tenu à l'écart des cercles influents des arts. Lysenko va recueillir à peu près 500 mélodies ukrainiennes traditionnelles qui sont récoltées dans une anthologie en 7 volumes. Ça va servir de base à nombre de ses compositions. On peut mentionner de nombreuses pièces pour voix et piano, on pourrait dire des sortes de lieds ukrainiens. On a aussi des pièces virtuoses pour piano basées sur des thèmes ukrainiens, ça peut être des variations, des rhapsodies, des danses. Et on a aussi un opéra, Taras Bulba, qui fonde véritablement l'opéra national ukrainien. Le livret de Taras Bulba est inspiré d'un ouvrage de Gogol qui raconte l'histoire du cosaque ukrainien et de ses deux fils. L'ouvrage est en langue ukrainienne, ce qui explique très probablement qu'il n'a jamais été monté du vivant de son auteur, malgré l'admiration que lui portait quelqu'un comme Tchaïkovski. Je vous propose d'écouter ici un exemple de mélodie ukrainienne,
le fleuve Dniepr rugit et gémit, qui est basé sur un texte de Taras Shevchenko, qui est un des pères fondateurs de la littérature moderne ukrainienne. Lysenko va beaucoup utiliser des mélodies ukrainiennes traditionnelles pour ses pièces pour piano. Je vous propose d'écouter un exemple ici dans sa deuxième rhapsodie ukrainienne qui date de 1877, qui a donc un fort caractère traditionnel avec des tournures mélodiques typiques comme on l'entend ici au début de la pièce. Un peu plus loin dans l'œuvre, on a des parties qui sont clairement inspirées par des danses locales. À la suite de Lysenko, on va trouver de nombreux compositeurs romantiques qui vont surtout produire des opéras, mais il y en a quand même quelques symphonistes dans le lot, comme par exemple Kalavjevski, qui va écrire en 1876 une symphonie ukrainienne en la mineur. Comme d'autres régions en périphérie des grands empires, l'Ukraine connaît un fort mouvement national dans sa musique au XIXe siècle, avec quelques figures importantes évidemment qui ont puisé dans le patrimoine populaire pour élaborer une musique savante. On a quand même affaire à un cas particulier ici avec l'Ukraine, puisqu'on a quasiment un pays séparé en deux, avec la rive droite du Dniepr et la rive gauche du Dniepr qui ont connu des destins sensiblement différents. La suite est plus ou moins connue de tout le monde, puisque l'Ukraine connaît une brève indépendance en 1917 avant d'être intégrée à l'URSS. Je vous remercie de votre attention tout au long de cette vidéo. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, laisser un commentaire ou me soutenir sur Utip.